Le Troisième Reich a vu émerger des figures qui incarnaient l'horreur d'un régime déterminé à exterminer des millions de personnes. Certains des bourreaux les plus connus d'Adolf Hitler furent Joseph Mengele, le médecin qui transforma la science en un instrument de torture, Irma Grese, la jeune gardienne dont les actions sadiques dans les camps de concentration firent d'elle un symbole du mal, et Heinrich Himmler, l'architecte de l'Holocauste, dont la froide planification facilita la machine de mort. Néanmoins, la dévastation n'aurait pas été possible sans les milliers de cerveaux, de mains et de volontés qui soutenaient le Führer. D'autres figures, moins mentionnées, ont également joué un rôle prépondérant. Ainsi, par exemple, les années 30 se souviennent encore du moment où Amon Goeth rejoint le parti nazi en Autriche, un pas qui l'entraînera sur des chemins très sombres. Mais lorsque Goeth intégra la SS, il atteignit un rang que peu auraient imaginé. À cette époque, Goeth n'était qu'un membre de plus de cette machine, bien que son nom résonne bientôt dans les cercles de pouvoir pour son implacable dévouement. La nature de ses actes lui valut une ascension rapide, une sorte de reconnaissance qui le mena à la tête du camp de Krakow-Płaszów. Quand Amon fut nommé Einsatzführer en Silésie, au milieu de 1941, sa mission semblait simple: assurer la purification ethnique des Juifs de la région, supervisant et comptabilisant chaque âme envoyée vers l'abîme. Ces journées se transformaient en une routine de meurtres froids, signant des ordres de déportation comme on distribue des tickets de bus aux voyageurs. En février 1943, on lui confia l'extension du camp de Płaszów, qui devint rapidement un symbole de désespoir et d'horreur. Goeth semblait jouir d'un sentiment de pouvoir qui transcendait toute limite. Depuis le balcon de sa villa, avec une sérénité presque théâtrale, il regardait en bas où les prisonniers luttaient pour survivre chaque jour aux travaux forcés. Là, il levait son fusil comme un chasseur expérimenté, visant et tirant avec une précision calculée, observant les corps s'effondrer sur le sol sous le regard impassible des gardes. C'était pour lui un jeu, un spectacle privé où la souffrance était le prix à payer. Le 17 mars 1943, la liquidation du ghetto de Cracovie eut lieu. Goeth, à la tête de ses troupes, ordonna l'exécution de milliers de personnes sans une seule pensée pour les visages terrifiés. Les mères tentaient de protéger leurs enfants, les personnes âgées peinaient à se tenir debout. C'était un carnage d'une telle ampleur que même les soldats qui l'accompagnaient semblaient vouloir détourner le regard. Et lui, impassible, observait les corps traînés hors de vue. Sous son commandement à Płaszów, les exécutions devinrent une routine quotidienne. Chaque jour, Goeth décidait, avec une froideur terrifiante, qui devait vivre et qui devait mourir. Un jour, il ordonna à un jeune malade de consommer ses propres excréments comme punition, pour ensuite l'abattre une fois qu'il eut terminé. En 1944, il reçut le grade de SS Hauptsturmführer, une promotion dépassant un rang, accordée non seulement pour exécuter les ordres, mais pour son zèle particulier à les accomplir. Goethe avait fait de Płaszów son fief personnel, un royaume où chaque coup de fouet, chaque exécution sommaire et chaque tir semblait être un hommage à sa propre soif de pouvoir. À une occasion, il ordonna l'exécution d'un prisonnier sur 10 en punition collective, simplement parce que l'un d'entre eux avait tenté de s'échapper. En plus de cette violence sans limite, Goethe se consacrait à piller les biens des familles juives des ghettos. Quand son nom était mentionné dans une conversation, il était inévitable de l'associer au pillage de bijoux, de meubles et de tout objet de valeur. Goethe remplissait ses poches pendant que des milliers de vies étaient réduites en cendres. Son enrichissement aux dépens de la douleur d'autrui était une constante qui le rendait encore plus redouté. Ironiquement, cette même avidité conduisit le régime qu'il servait à l'accuser de corruption. Même au sein de la Gestapo, les officiers ne pouvaient ignorer son vol constant, son obsession pour les biens qui ne lui appartenaient pas. Il fut donc arrêté pour détournement de fonds en 1944. La guerre touchait à sa fin et Amon Goeth fut capturé par les Alliés. Son procès, comme ceux d'autres criminels de guerre, fut un moment de révélation, une tentative de justice face à l'ampleur des crimes commis. Lorsqu'il entendit sa sentence de mort, Goethe garda un regard altier, comme s'il croyait encore que le monde lui devait révérence. Le 23 septembre 1946, il fut conduit à l'échafaud. La corde se referma autour de son cou, et l'homme qui avait décidé de la vie et de la mort connut le destin qu'il avait lui-même imposé tant de fois.
Goethe fut enterré dans l'anonymat, ses restes mêlés à la terre comme le plus anonyme des mortels, tandis que le camp qui avait été son fief personnel s'effondrait en ruines silencieuses. La dépravation personnifiée, le légat de Dirlewanger dans le Troisième Reich. Il n'était pas un soldat ordinaire. Oskar Dirlewanger représentait à lui seul l'uniforme de la SS, et sa carrière n'allait pas tarder à le démontrer avec chaque promotion, chaque brutalité, chaque mission. Son histoire commence dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, alors qu'il n'était qu'un jeune lieutenant dans l'armée allemande, accumulant cicatrices et médailles comme la Croix de Fer. Distinction qui semblait présager une carrière brillante. En 1939, alors que le nazisme érigeait son rideau de guerre à travers toute l'Europe, Oskar rejoignit les rangs de la SS, obtenant le grade de SS Untersturmführer. Cependant, il ne tarda pas à gravir les échelons grâce à une unité spéciale inhabituelle créée par Heinrich Himmler et Gottlob Berger, la brigade Dirlewanger, une unité composée non de héros ni de valeureux soldats, mais de criminels et de braconniers. En 1940, lorsque la machine de guerre nazie avançait en Pologne, Dirlewanger reçut une promotion, SS Obersturmführer. Sous son commandement, les hommes de la brigade Dirlewanger devinrent célèbres pour leurs méthodes atroces dans la chasse aux partisans en Pologne et en Biélorussie, bien que chasse soit un euphémisme. Ce qu'ils réalisaient était une purge impitoyable, sans distinction entre combattants et civils. On disait que les villages se vidaient à leur passage, que les enfants et les personnes âgées étaient abattus sans pitié, et qu'aucune âme, même innocente, ne pouvait échapper à la furie de cette escouade d'assassins. L'atrocité en Biélorussie dépassa toutes les attentes. Dirlewanger et sa brigade déchaînèrent un enfer d'une telle ampleur que les rapports parlaient de 30 000 morts en seulement quelques mois, victimes non seulement d'exécutions de masse, mais de méthodes sadiques. Ils s'installaient dans les villages, les détruisant. Ils incendiaient les granges remplies d'habitants, qui tentaient en vain de s'échapper des flammes pour se retrouver face aux rafales de mitrailleuses. On estime qu'environ 200 villages furent rayés de la carte sous les ordres de Dirlewanger, qui voyait en chaque paysan un ennemi potentiel et en chaque foyer un nid de traîtres. À la fin, il laissait derrière lui plus de 120 000 cadavres, comme trophée d'une guerre que lui seul semblait comprendre avec une telle froideur. À ce moment-là, sa réputation était celle d'un monstre parmi les monstres. Les rapports ne s'arrêtaient pas seulement à ses massacres, mais aussi aux détails pervers de sa manière d'opérer. Les femmes étaient pour lui des trophées de guerre, les jeunes filles, de simples objets de divertissement pour ses hommes. Dans ses propres termes, il les appelait « bétail sexuel ». C'est en août 1944 que Dirlewanger reçut sa promotion finale, le grade de SS Oberführer, une reconnaissance officielle qui scellait sa réputation. Dès lors, on lui confia une mission qui marquerait son infamie pour toujours, écraser l'insurrection de Varsovie. La capitale polonaise avait résisté avec acharnement à l'occupant, et la SS décida qu'il était temps de donner une leçon définitive. Dirlewanger mena sa brigade dans la ville en flammes, conscient que cette fois, les yeux de l'histoire étaient fixés sur lui. Le massacre dans le district de Wola ne fut qu'un exemple de la fureur déchaînée de Dirlewanger. En quelques jours, ces hommes massacrèrent près de 40 000 civils, comme si la résistance d'un peuple entier était une offense personnelle contre lui. La scène était digne d'un cauchemar. Des hôpitaux en feu avec des patients et des médecins à l'intérieur, des femmes dans les rues soumises aux atrocités de ces soldats, tandis que des enfants gisaient morts, marqués par les coups de fusil. On raconte que, sur ses ordres, des soldats arrosaient d'essence les prisonniers, les brûlant vifs dans des bûchers. Mais ce ne fut pas la fin de sa croisade sanglante. Peu après Varsovie, il fut appelé pour réprimer un autre soulèvement, cette fois en Slovaquie, où les partisans défiaient le Troisième Reich. Et bien que l'ampleur de ses crimes résonnait parmi les rangs de la SS, personne n'eut le courage de l'arrêter. Il poursuivit sa route de destruction, appliquant les mêmes tactiques, une combinaison de terreur et d'annihilation qui semblait être devenue son propre credo. Avec la fin de la guerre approchant, Dirlewanger n'était plus perçu de la même manière par ses supérieurs. Ses méthodes, autrefois tolérées comme un mal nécessaire, causaient désormais de l'inconfort, même parmi ceux qui l'avaient promu et applaudi. Cependant, la justice d'après-guerre ne put s'appliquer clairement dans son cas. Les versions sur sa fin sont confuses. Certains affirment qu'il fut capturé et exécuté par des partisans français en 1945. D'autres prétendent
qu'il s'échappa, qu'il disparut dans le temps et l'espace, comme si le diable lui-même l'avait réclamé. Parmi les documents et les témoignages, son nom demeure synonyme de cruauté sans égale, d'une guerre où même les limites du mal semblaient s'effacer face à l'avidité de pouvoir et de destruction. Un fouet s'abattant sur l'Europe, Brunner et son passage par les SS. Alois Brunner était le genre d'homme qui ne faisait pas un seul faux pas. Ce n'était pas un adepte de l'improvisation, mais de la précision méticuleuse, une sorte d'artisan de l'horreur. Au sommet de sa carrière, vers les années 30 et 40, il portait son uniforme de SS avec la froideur de celui qui est convaincu de son objectif. Et cet objectif n'était autre que l'élimination totale de la communauté juive en Europe. En tant que SS Hauptsturmführer, Brunner avait un rang important dans la machine nazie, et son autorité lui permit d'occuper certains des postes les plus significatifs dans la mise en œuvre de l'Holocauste. Il commença comme employé au Bureau central pour l'émigration juive en 1938, dans une Vienne où les jours de tolérance n'étaient déjà plus que des souvenirs. Pour Brunner, cependant, cela représentait une opportunité, et une opportunité assez macabre. Organiser les déportations depuis l'Autriche semblait être un travail qu'il exécutait sans le moindre scrupule. En quelques années, son efficacité dans ses fonctions devint évidente, et en 1942, il devint le directeur du bureau. Son chef-d'œuvre à cette étape fut la déportation d'environ 56 000 juifs vers divers camps de concentration. On disait qu'en octobre de cette même année, Vienne avait été nettoyée de ses juifs. Cette phrase était sa manière de crier au monde que la ville, autrefois animée et diverse, n'était plus la même. Mais Vienne n'était que le début pour Brunner. En 1943, sa mission le mena aux côtes grecques, dans la ville de Salonique, où il appliqua la même formule de nettoyage, avec l'efficacité et la brutalité qui le caractérisaient. En à peine 2 mois, près de 43 000 juifs grecs furent arrachés de leur foyer, de leur vie, et envoyés par train vers leur disparition à Auschwitz. Le soleil et la mer de cette ville n'adoucirent pas sa tâche. Pour lui, ce n'était qu'une étape de plus dans la mission qui lui avait été confiée. Peu de temps après, un autre rôle lui fut attribué, cette fois en France. En été 1943, Brunner prit la direction du camp d'internement de Drancy, en périphérie de Paris. Sa réputation le précédait et très vite, la terreur se répandit parmi les prisonniers. Son bureau à Drancy était un spectacle macabre, des murs éclaboussés de sang, des marques de balles comme des rappels de sa cruauté. Les prisonniers de tous âges et de toutes conditions souffraient sous son commandement, où chaque infraction, si minime soit-elle, pouvait être punie par la violence. Les rumeurs disaient qu'il menait lui-même les interrogatoires, utilisant une variété de méthodes de torture qui, pour beaucoup, furent le prélude de la fin. Non content de sa brutalité, en juillet 1944, Brunner montra que sa cruauté n'avait pas de limite. Il ordonna la déportation de centaines d'enfants, dont beaucoup étaient orphelins, vers Auschwitz. Même les plus innocents n'échappèrent pas à sa sentence. Ce fut l'une de ses dernières manœuvres avant la libération de Paris, et bien que les troupes alliées avançaient déjà vers la ville, Brunner restait imperturbable dans son objectif. Pour lui, ces trains chargés d'enfants n'étaient pas une défaite, mais une victoire finale. Quelques jours avant la libération, il envoya 1327 enfants supplémentaires vers les camps d'extermination. Il semblait déterminé à vider Drancy jusqu'à la dernière seconde. Néanmoins, l'horreur ne s'arrêta pas là. Lorsque les Alliés approchèrent, Brunner quitta la France et prit la direction d'une autre destination de tragédie, la Slovaquie. Là, au camp de concentration de Sered, il reprit son œuvre d'extermination. Cette fois, les victimes étaient principalement des Juifs slovaques, et Brunner ne perdit pas de temps. De la fin de 1944 jusqu'à la fin de la guerre, il organisa la déportation d'environ 11 500 prisonniers supplémentaires, les envoyant vers les fours d'Auschwitz. Au cours de ces années, la relation de Brunner avec Adolf Eichmann fut cruciale. Il était son bras droit, son confident dans l'art de l'extermination. Il communiquait directement, sans avoir besoin de suivre les structures hiérarchiques habituelles. Brunner était l'un des rares à bénéficier de cette confiance, et on disait que son engagement envers la solution finale était aussi inébranlable que celui de son mentor. Ainsi, dans de nombreux endroits, les décisions d'Eichmann se manifestaient par les actions de Brunner. Un des épisodes les plus sombres de sa carrière
fut le cas d'un financier juif malade qui, incapable de supporter le trajet vers Riga, fut abandonné dans une des gares. Brunner ne montra aucune pitié. Il s'approcha de l'homme et, après une brève humiliation, l'exécuta d'une balle. La guerre prit fin, et nombreux furent ceux qui cherchèrent à rendre justice, mais Alois Brunner ne se laissa pas capturer facilement. Il fut jugé par contumace et condamné à mort pour ses crimes, mais à ce moment-là, il avait déjà disparu, devenu un fantôme insaisissable. Il se réfugia en Syrie sous un faux nom où, apparemment, il trouva une vie tranquille. Avec les années, ses apparitions se firent de plus en plus rares, bien qu'il n'y eût jamais de place pour le repentir. Jusqu'à ses derniers jours, il conserva ses convictions intactes, sans remords pour les crimes qu'il avait commis. Finalement, les rumeurs indiquaient qu'il était décédé vers l'année 2001, sans avoir affronté de procès, sans avoir répondu des milliers de morts qu'il avait laissés dans son sillage. Un bourreau de bureau, Rudolf Hess et sa complicité avec le Führer. Les premiers jours de Rudolf Hess dans le parti nazi esquissent une image de loyauté presque aveugle. L'année 1920 vit Hess rejoindre cette faction politique, une organisation alors insignifiante qui pourtant traçait son chemin vers le pouvoir, alimentée par des discours empreints de ferveur nationaliste. C'était un jeune homme fasciné par les mots d'Adolf Hitler, qui peu à peu devenait son héros, sa figure paternelle et son seul référent politique. Hess n'hésita pas un instant à se placer dans les premiers rangs du parti nazi, absorbant chaque parole de Hitler comme s'il s'agissait d'une révélation divine. Mais le véritable début de sa carrière politique eut lieu 3 ans plus tard, en 1923, lors du tristement célèbre putsch de la brasserie à Munich. Hess, dans sa tentative de participer au soulèvement visant à renverser la République de Weimar, se retrouva emprisonné aux côtés de Hitler dans une prison bavaroise après l'échec du coup d'État. Loin d'être une défaite, cet emprisonnement forgea entre eux une loyauté indestructible et leur donna le temps d'élaborer les piliers d'une idéologie qui allait bientôt se répandre comme une traînée de poudre en Allemagne. Avec Hitler, au pouvoir en tant que chancelier en 1933, la loyauté de Hess fut récompensée. Il fut nommé suppléant du Führer, un titre qui n'était pas seulement symbolique, mais lui conférait une grande influence sur les décisions du parti et du gouvernement. On peut dire que Hess devint le deuxième homme le plus puissant du régime nazi, un rôle que peu pouvaient égaler, et bien qu'il ne prenne pas de décision de manière autonome, ses mains signaient des décrets scellant le destin de millions. Cette même année, Hitler lui conféra le grade d'Obergruppenführer dans les SS, un titre reflétant son autorité au sein de l'organisation paramilitaire, bien que Hess n'ait jamais porté l'uniforme ni participé activement aux actions brutales des SS. Il préférait se déplacer entre bureaux et cabinets, où son influence lui permettait de manipuler les rouages des lois et des décrets. Quelques mois plus tard, il reçut un autre titre, celui de Reichsleiter, ce qui l'éleva encore plus dans la hiérarchie du parti nazi, lui donnant une visibilité que seuls certains fidèles de Hitler atteignaient. Depuis sa position privilégiée, Hess commença à jouer un rôle actif dans la promulgation de politiques raciales et expansionnistes, celles qui représentaient le cœur de l'idéologie nazie. En 1935, il signa, aux côtés d'autres hauts fonctionnaires, les lois de Nuremberg, celles qui dépouillaient les Juifs de leur citoyenneté et les condamnaient à une vie de marginalisation marquée par la persécution. Cependant, Hess préférait ignorer l'ampleur de l'horreur que ces lois allaient déclencher dans les années suivantes. Pour lui, la signature de ces lois n'était qu'un pas de plus dans son obéissance aveugle aux ordres de Hitler. La Seconde Guerre mondiale marqua une phase encore plus sombre. En 1939, Hess rejoignit le Conseil des ministres pour la défense du Reich, une sorte de cabinet de guerre chargé de coordonner les stratégies militaires du régime. Bien qu'il ne fût pas un stratège militaire, son rôle dans ce conseil était celui d'un politicien légitimant les actions agressives du Troisième Reich. En tant que haut commandement, il soutenait les décisions d'invasion et d'annexion, comme celle de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Mais alors que Hess se démenait pour démontrer sa loyauté, Hitler commençait à le voir avec une certaine distance et mépris. Peut-être que le Führer percevait en lui une dévotion trop soumise, ou peut-être cherchait-il simplement à s'entourer d'hommes plus belliqueux, capables de faire de la violence leur principal outil de travail. Le 10 mai 1941,
Rudolf Hess fut l'acteur de l'un des épisodes les plus étranges de la guerre. Sans consulter Hitler ni le haut commandement, Hess monta à bord d'un avion et vola vers l'Écosse dans une tentative désespérée de négocier la paix avec le Royaume-Uni. Cet acte fut non seulement une trahison aux yeux de Hitler, mais aussi une démonstration du désespoir qui commençait à s'emparer de Hess. Il rêvait de paix, d'un accord qui pourrait protéger le Reich et consolider le pouvoir de l'Allemagne en Europe. Cependant, ce vol fut vain. Après avoir atterri en terre britannique, Hess fut emprisonné et ses rêves de paix furent rapidement rejetés par les deux camps. La nouvelle de son arrestation se propagea en Allemagne comme une rumeur insolite. Hitler, furieux et humilié, ordonna que tout vestige de Hess soit effacé des rangs du parti. L'ancien suppléant du Führer devenait un paria, une figure embarrassante dont le régime nie l'existence. Dès lors, Hess fut relégué à une cellule britannique sans visite, sans lettres et sans le moindre contact avec le monde extérieur. La fin de la guerre le mena devant le tribunal de Nuremberg, où il fut jugé aux côtés d'autres dirigeants nazis. Au procès, Hess montra un étrange mélange d'amnésie et d'arrogance, se comportant comme si ses actes n'étaient que des décisions triviales d'un fonctionnaire de plus. Malgré les accusations qui pesaient sur lui, sa défense tenta de le présenter comme un simple exécutant aveugle des ordres de Hitler, comme si son rôle dans la machine nazie avait été purement administratif, inoffensif. Cependant, les juges ne furent pas convaincus par cette tentative d'exonération, et Hess fut condamné à la réclusion à perpétuité pour crime contre la paix. Des années plus tard, Hess fut le dernier prisonnier de la prison de Spandau, à Berlin-Ouest. À ce moment-là, il n'était plus qu'un vieil homme solitaire s'accrochant à ses souvenirs. La blouse blanche et le stéthoscope au service de l'horreur, le bourreau de Mauthausen. Heribert Heim fut l'un de ces médecins qui, sous l'insigne nazi, laissa une empreinte de souffrance. Surnommé « Docteur mort » et le boucher de Mauthausen, Heim utilisa sa blouse et ses connaissances pour défier les limites de l'éthique et de l'humanité, devenant un bourreau déguisé en soigneur. Sa première affectation au camp de concentration de Mauthausen, en octobre 1941, fut brève, mais marqua le début d'une carrière redoutée à cette époque. À Mauthausen, Heim était chargé de soigner les prisonniers, mais son rôle dévia rapidement vers une obsession pour les expérimentations. Là, dans les pavillons du camp, où la fumée des crématoires emplissait l'air, Heim commença à mettre en œuvre ses pratiques inhumaines. Les injections létales furent l'un de ses méthodes préférées. Avec une seringue en main, il injectait directement dans le cœur des prisonniers des substances telles que de l'essence ou du phénol. Chaque injection était un acte minuté. La plupart du temps, les prisonniers agonisaient lentement, tandis qu'il observait les effets sans un seul signe d'empathie, avec l'intérêt impassible d'un scientifique tordu. Les récits de survivants et de témoins parlent de la façon dont Heim utilisait une sorte de chronomètre lors de ces macabres sessions. Le temps était essentiel pour mesurer les réactions, les complications, les effets secondaires et surtout la survie. Son dévouement à la science le conduisit à réaliser des chirurgies inutiles et brutales, sans anesthésie ni autre motivation que la cruauté. Peut-être le cas le plus effrayant fut celui d'un jeune homme avec une simple inflammation au pied. Heim l'anesthésia, mais ce qui suivit ressemblait à un véritable récit d'horreur. Il lui extirpa des organes et le décapita. Il plaça une partie de son corps sur son bureau comme un trophée. Insatisfait de Mauthausen, Heim fut transféré au camp de concentration d'Ebensee en décembre de la même année. Cette nouvelle affectation ne fut pas un soulagement pour les prisonniers, mais la continuation d'un calvaire que beaucoup décrivaient déjà avec horreur. À Ebensee, il reproduisit les méthodes de torture de Mauthausen et ajouta de nouvelles recherches, frôlant l'absurde. Tout au long de sa carrière, Heim entretint des liens étroits avec d'autres membres du corps médical de la SS, en particulier avec Erich Wasicki, pharmacien de la SS, qui partageait sa même vision déformée de la vie humaine. Ensemble, ils perfectionnèrent des techniques d'expérimentation et de test dont le seul but était d'augmenter la souffrance de leurs victimes. Les récits racontent comment ils testaient des injections avec des agents paralysants sur les prisonniers, observant la vie s'éteindre au milieu de spasmes et d'agonies. Comparé à Joseph Mengele, Heim montra une méthodologie encore plus impitoyable, si tant est que cela fut possible. Les deux partageaient une même ligne de travail, un camaraderie tordu.
L'horreur atteignit son apogée lorsque Heim commença à collectionner les parties de ses victimes. Les têtes des prisonniers, particulièrement ceux ayant des dents parfaites, devinrent des trophées de sa collection. Certains témoignages indiquent également qu'il utilisait la peau tatouée des prisonniers pour fabriquer des décorations, une pratique qui dessine Heim comme l'un des médecins les plus tordus de son époque. Cependant, la fin de la guerre apporta une sorte de justice tardive. Heribert Heim fut capturé par les forces américaines. Cependant, le destin lui permit une dernière évasion. Après un bref temps de détention, Heim parvint à s'échapper, laissant derrière lui les ombres de Mauthausen et d'Ebensee, et son lieu de résidence devint un mystère. Pendant des décennies, les autorités le recherchèrent, mais Heim échappa à la justice, adoptant une fausse identité et se réfugiant dans des terres étrangères. Il passa les dernières années de sa vie en Égypte, sous le nom de Tarek Hussein Farid, vivant dans une apparente tranquillité contrastant avec les échos d'horreur de son passé. Là, parmi les rues poussiéreuses et lointaines du Caire, Heim trouva l'anonymat et la tranquillité qu'il désirait tant, protégé par un déguisement qui le rendait méconnaissable au monde. Les rumeurs sur son lieu de résidence ne cessèrent jamais. Des agences de renseignement et des chasseurs de nazis consacrèrent leurs ressources à suivre sa trace. Mais Heim avait construit un refuge impénétrable, une ombre de son ancien moi. Ironiquement, la mort le rattrapa en 1992, non pas dans un tribunal, mais dans le lit d'un hôpital égyptien. L'efficacité du Troisième Reich, von Küchler et son héritage de terreur. Sous le ciel d'une Europe déchirée, le nom de Georg von Küchler fut gravé dans l'une des étapes les plus sombres de l'histoire militaire allemande. Sa carrière commença à prendre forme en 1938. En tant que général d'artillerie et commandant du 1er district militaire en Prusse orientale, une région qui bouillonnait sous les rumeurs de guerre. Avec un sens du devoir rigide, Küchler renforçait les défenses locales, ignorant les murmures sur les véritables objectifs du régime qu'il servait. En septembre 1939, Küchler fit un pas décisif vers l'abîme en prenant le commandement de la 3e armée. Les canons allemands retentirent en franchissant la frontière de la Pologne. Et dans son avancée, Küchler supervisa la prise de Danzig. Les civils et les soldats polonais n'eurent guère le temps de comprendre cette attaque. Ce qui suivit ne fut pas seulement une campagne militaire, mais une démonstration de terreur méticuleusement exécutée. Sous son commandement, les soldats allemands commencèrent à voir la population non comme des personnes, mais comme des obstacles devant être éliminés. En novembre de cette même année, Küchler fut nommé commandant de la 18e armée alors que l'Allemagne se préparait pour son prochain objectif, les Pays-Bas. Sans remords, ses yeux se fixaient déjà sur la prochaine cible, avec la certitude de celui qui sait que le sacrifice est un prix à payer, même si ce sont les autres qui le paient. Les ordres venaient des plus hauts niveaux, dictant que chaque centimètre de terrain conquis devait être purifié de toute trace de résistance. Et Küchler les exécutait sans remettre en question. En janvier 1942, il prit le commandement du groupe d'armée Nord, succédant au maréchal Wilhelm von Lieb. Leningrad était à sa portée, mais la ville résistait à se soumettre. Küchler, désormais promu général-feldmarschall en juin de cette année, comprenait que la seule façon de vaincre Leningrad était par la faim, le désespoir et l'isolement. Ainsi commença le siège qui allait durer près de 900 jours. La souffrance d'1 million de personnes piégées dans l'enfer d'une ville assiégée se diluait dans les rapports officiels. Les directives nazies devenaient de plus en plus claires. La guerre contre l'ennemi soviétique n'était pas seulement territoriale, mais idéologique. Küchler, avec un calme calculé, commença à mettre en œuvre la politique du plan de la faim, assurant que les terres occupées de l'Est devaient fournir des ressources au Troisième Reich, peu importe le prix pour les populations locales. En plein hiver, des milliers de civils soviétiques se retrouvaient sans pain ni espoir. Les soldats sous son commandement parlaient de familles entières réduites à des squelettes ambulants cherchant de la nourriture. Mais aux yeux de Küchler, il ne s'agissait que de dommages collatéraux. La dureté de ses méthodes atteignait un nouveau niveau, avec l'ordre d'appliquer le plan de la faim sans scrupule. Les rations se faisaient rares, et le peu qui restait était destiné à ses troupes, tandis que les civils locaux étaient abandonnés à leur sort. Les rapports de ces officiers mentionnaient des chiffres absurdes, des milliers de prisonniers de guerre soviétiques périssant de faim, de froid, d'épuisement. Au milieu du chaos du front de l'Est,
l'armée sous son commandement collaborait avec les redoutables unités des Einsatzgruppen. Les fosses communes se multipliaient dans les forêts et les champs des pays baltes, où les coups de feu de la Wehrmacht et des escadrons de la SS se mêlaient au silence glacé de la neige. Küchler observait, approuvait et continuait. Ses ordres étaient clairs. Dureté dans l'application des politiques d'extermination. Le devoir de ses subordonnés était d'obéir. Dans les territoires occupés, ces soldats avançaient sous la sombre directive de l'ordre des commissaires, un ordre infâme qui condamnait à mort les commissaires politiques soviétiques considérés comme les porteurs de la peste bolchevique. Sans hésitation, Küchler promouvait son exécution. Les prisonniers de guerre tombés entre les mains de son armée n'étaient pas traités comme des êtres humains, mais comme des objets jetables. Les témoignages postérieurs parlaient de milliers de prisonniers mourant chaque jour dans des conditions déplorables, et bien que Küchler tentât de justifier cela comme des dommages collatéraux de la guerre, la réalité était évidente. Vers la fin de 1941, un autre ordre arriva entre ses mains, exécuter 240 patients mentaux à Makarievo. Küchler approuva sans ciller. La machine de guerre réclamait une fois de plus la vie des plus vulnérables, tandis qu'il continuait fermement dans son rôle, insensible aux conséquences de ses décisions. L'occupation des États baltes fut le théâtre d'une tragédie encore plus grande. Les communautés juives, qui avaient coexisté pendant des siècles dans la région, furent exterminées de manière systématique. Les soldats, sous le commandement de Küchler, collaboraient avec les escadrons de la SS dans les fusillades de masse. Des centaines de fosses communes parsemèrent le paysage. Des années plus tard, lorsque la guerre prit fin, Küchler ne fut pas conduit sur le banc des accusés de Nuremberg, mais son nom apparut dans de nombreux documents comme un conspirateur non jugé. Les témoignages d'anciens camarades et les documents officiels indiquaient avec une précision chirurgicale ses actes depuis la famine imposée à la population civile jusqu'à la coopération avec les exécutants du génocide. Sa défense lors du procès du haut commandement, quand il fut interrogé, tournait autour d'excuses aussi creuses que la morale qu'il croyait autrefois posséder. La mort des prisonniers soviétiques était un résultat inévitable du climat extrême, argumentait-il avec un certain cynisme. Kaltenbrunner, Mauthausen et l'Italie. La brutalité d'un bourreau. Ernst Kaltenbrunner n'était pas un officier comme les autres. À la fin des années 30, son profil sombre et son intelligence acérée lui avaient déjà valu la notoriété dans les cercles influents de la SS. Membre du parti nazi depuis 1930 et de la SS un an plus tard, Kaltenbrunner se distingua rapidement au sein de la SS autrichienne. Sa présence austère, imposante et dénuée de toute hésitation marquait profondément ceux qui l'entouraient, et en 1938, au moment de l'Anschluss, il avait atteint le grade de Brigadeführer de la SS. C'était en mars, sous l'aile d'Arthur Seyss-Inquart, qu'il se vit confier le poste de secrétaire d'État à la sécurité publique en Autriche. Cela n'était que le début. Il gravit les échelons, s'adaptant habilement au vent du régime, et lorsque l'Allemagne étendit ses tentacules sur l'Europe, Kaltenbrunner avait déjà accédé au poste de chef supérieur de la police et de la SS dans la région du Danube, supervisant des opérations depuis Vienne. Cet homme, grand et au visage sévère, qui esquissait rarement quelque chose ressemblant à un sourire, connaissait chaque recoin de sa juridiction, et dans ces recoins, ceux qui osaient défier le régime tombaient inévitablement. Son réseau de contrôle ne surveillait pas seulement tous les aspects de la sécurité de l'État, mais il étendait aussi ses fils vers la persécution et la répression des Juifs, des opposants et de tous ceux qui, selon le Reich, ne méritaient à rien d'autre que d'être effacés de la carte. Cela ne suffisait pas à ses ambitions. En 1943, il remplaça Reinhard Heydrich en tant que chef du bureau central de la sécurité du Reich. À ce moment-là, il n'avait plus de rivaux en vue. Il était au sommet. La position au RSHA lui donnait un contrôle absolu sur des organismes comme la Gestapo et la Kripo, faisant de lui l'architecte d'une grande partie de la terreur qui parcourait l'Europe. Kaltenbrunner ne se contentait pas de signer des ordres. Il examinait les rapports des opérations dans les camps de concentration, lisait attentivement chaque statistique qui lui était fournie sur les milliers de prisonniers et le rythme de la solution finale. Alors que d'autres dirigeants du Troisième Reich s'enlisaient dans des discours pompeux, Kaltenbrunner préférait le silence, le travail implacable, l'efficacité.
Lors de sa première visite au camp de concentration de Mauthausen, ses yeux parcoururent la scène avec la précision d'un anatomiste. C'est lui-même qui ordonna des exécutions de prisonniers. Cette visite n'était ni fortuite ni bureaucratique. C'était une inspection chargée d'un sinistre zèle, un message montrant jusqu'où il était prêt à aller pour atteindre les objectifs du Reich. Il supervisait les méthodes d'extermination et écoutait sans la moindre compassion les rapports sur l'utilisation des chambres à gaz. Lorsque la situation commença à se compliquer en Hongrie et en Italie, Kaltenbrunner ne vacilla pas. Lors d'une réunion, il déclara sans hésitation « L'éradication des Juifs en Italie est d'un intérêt capital pour la sécurité du Reich ». Sa parole faisait loi, ses désirs étaient des ordres. En quelques semaines, des milliers de Juifs italiens furent déportés vers les camps d'extermination. Dans ses discours, qui étaient rares, il répétait inlassablement que ces actes étaient essentiels pour protéger l'État, bien qu'au fond, ceux qui l'écoutaient savaient que la protection dont il parlait n'était autre que le contrôle absolu. Sa persécution ne se limitait pas aux Juifs. Kaltenbrunner plaidait également pour une sévère campagne de répression contre les homosexuels en Allemagne. En 1943, il proposa une mesure de castration obligatoire pour tous les condamnés en vertu des lois anti-gays du régime. Bien que cette proposition fût rejetée par des instances supérieures, il ne cessa de promouvoir les arrestations, les tortures et les condamnations. Dans sa vision de pureté, il n'y avait pas de place pour ceux qu'il considérait, avec ses coreligionnaires, comme une menace pour la santé de l'État. Pendant ce temps, la résistance européenne se renforçait sur plusieurs fronts. Et là où des foyers de rébellion émergeaient, on retrouvait aussi la main de Kaltenbrunner, implacable, froide. Depuis son bureau, il envoyait des ordres précis pour éliminer toute tentative d'insurrection dans les territoires occupés, poursuivant et exécutant les membres de la résistance avec une froideur méthodique. Vint alors l'année 1945, et le Troisième Reich vacillait. Tandis que les troupes alliées pénétraient de plus en plus profondément en territoire allemand, Kaltenbrunner vit son monde s'effondrer. En mai, il fut arrêté par des troupes américaines dans une cabane dans les montagnes de Bavière. Il n'y eut ni discours ni élan de fierté. Juste un homme qui semblait enfin comprendre que ses jours de pouvoir s'étaient évanouis. Pendant le procès de Nuremberg, Kaltenbrunner tenta de se défendre. Il prétendit ignorer les faits les plus atroces et insista sur le fait qu'il n'était qu'un subordonné suivant des ordres. Mais les documents, les photographies et les témoignages le condamnèrent. Il était impossible qu'une personne de son rang, avec ses années passées au cœur du RSHA, puisse nier sa responsabilité. Là, sous le regard inquisiteur de ses juges, son visage impassible fut témoin de sa propre chute. Enfin, le 16 octobre 1946, Ernst Kaltenbrunner fit face au dernier acte de sa vie.